On va introduire notre première intervenante que je remercie, vraiment d'avoir accepté de récidiver cette année suite à l'échec, présentiel de l'année dernière. Donc Anne-Sophie Voronoff, hein, vous êtes, épidémiologiste, vous me corrigerez évidemment s'il y a besoin, directrice du registre des tumeurs du Doubs à Besançon. Le registre est associé à l'équipe EA 3181, carcinogénèse associée au HPV. Merci beaucoup. On vous laisse la parole. Je vous remercie d'avoir réitéré et insisté en maintenant les interventions qui avaient été prévues l'année précédente. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter les résultats de cette étude, hein, qui est donc sur les facteurs pronostiques de la survie des femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus en France. Et donc, ça a été une étude réalisée à partir des registres de cancer français. Donc, le cancer du col de l'utérus, je pense que tout le monde le sait, c'est un cancer qui pourrait disparaître si les outils de prévention qui existent en prévention primaire et secondaire, que sont la vaccination contre l'HPV et les cytologies sur frottis cervico-utérin étaient réalisées avec des pourcentages satisfaisants. Ce qui n'est pas encore le cas, en tout cas pour la vaccination. On sait malgré tout que l'efficacité du dépistage est certaine, puisque les taux d'incidence et de mortalité diminuent depuis la mise en œuvre de ce dépistage, et aussi le fait que les femmes ont des suivis gynécologiques plus réguliers. Pour autant, cette diminution de l'incidence et de la mortalité ne sont pas suivies par une amélioration de la survie, comme c'est le cas pour quasiment toutes les autres localisations du cancer, contrairement à ces évolutions habituelles observées qui sont liées en général à l'amélioration de la prise en charge. On voit que dans le cancer du col, on a les femmes qui avaient un diagnostic de cancer du col en 1990 avaient une survie nette à 5 ans de 66%, et quand les femmes qui ont été diagnostiquées en 2015, leur survie était de 62%. On a donc une réduction de 3 points de pourcentage entre ces deux périodes sur le cancer du col. Et quand on regarde par âge, on voit que ce sont les femmes les plus âgées qui ont la survie qui se dégrade, alors que les femmes les plus jeunes, elles, ont une survie qui s'améliore. Et pour donner des chiffres, l'amélioration est d'à peu près 8 points pour les femmes de 30 ans et elle diminue de 14 points pour les femmes de 70 ans. Donc, on a ce fait et on a besoin d'aller rechercher et regarder quels sont les critères pronostiques de la survie dans un premier temps, c'est l'objet de cette étude, pour pouvoir refaire une étude de ce type à un délai décalé et de voir comment ces facteurs pronostiques impactent la survie à une autre période, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper cette évolution. Juste pour les hypothèses actuellement posées, mais qui ne sont pas démontrées, en tout cas pas dans des études françaises, c'est de dire que le dépistage en diagnostiquant les tumeurs à un stade précancéreux retire de l'incidence des cancers les tumeurs les plus traitables et guérissables, et ne reste dans l'incidence que des cancers plus graves à des stades plus avancés. Et ça serait ce biais de sélection introduit par le dépistage et la sélection en retirant les cancers de très bon pronostic de l'incidence, et la survie porte uniquement sur les cancers invasifs. Les cancers in situ ne sont pas inclus dans les analyses de survie. Donc, les objectifs de cette étude, c'est à la fois de caractériser de façon épidémiologique les cancers du col, leur stade, leur prise en charge, diagnostic et thérapeutique, et d'identifier les facteurs pronostiques de la survie des femmes. Donc, c'est une étude populationnelle qui a porté sur 14 registres du réseau Francim,
qui couvrait 19 départements. Et à partir de cette zone registre, 1153 femmes atteintes de cancer du col qui n'étaient pas des cancers, des précancers, ni des lymphomes, ni des mélanomes, ni des sarcomes. Nous avons travaillé sur des variables démographiques à partir du lieu de résidence, de l'EDI, qui est l'indice de défavorisation européen, l'âge, la ménopause, la grossesse, les aspects cliniques avec la performance statut OMS, la présence ou pas de comorbidité, les circonstances de diagnostic, est-ce que le diagnostic a été fait suite à un dépistage ou bien suite à des signes cliniques, les caractéristiques de la tumeur, la date de diag, la topographie, la morphologie, le stade au diagnostic. Et donc, nous avons utilisé, à partir du TNM détaillé, calculé le FIGO, et nous avons établi 3 catégories de stades. Un stade localisé qui correspond à des tumeurs FIGO 1A et 1B jusqu'à 1B1. L'extension régionale a été établie en définissant les 1B2 au 4A et le fait et où qu'il soit ganglionnaire, enfin, qu'il y ait une invasion ganglionnaire, et enfin les stades métastatiques, c'est-à-dire les 4B. Nous avons regardé la prise en charge thérapeutique initiale de la tumeur avec la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, la radiochimio concomitante et enfin la curithérapie. Et nous avons fait un suivi avec la date de dernière nouvelle qui était en juin 2018 et le statut vital. Il s'agit donc de caractériser d'un point de vue épidémiologique les cancers du col en population générale ainsi que leur prise en charge diagnostique et thérapeutique. Les analyses de la survie de ces facteurs pronostiques ont utilisé la survie nette de Poher-Permé, standardisée sur l'âge, le test du log-rank adapté à la survie nette pour la comparaison des courbes de survie, et enfin le modèle flexible paramétrique de Lambert et Hodgson pour le modèle uni et multivarié. Nous avons donc 1153 femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus en 2011-2012 sur cette zone registre. L'âge moyen au diagnostic était de 56 ans, la médiane était à 53. L'âge moyen au décès et la médiane étaient à 66 ans. Plus de la moitié des femmes étaient ménopausées et 4 femmes étaient enceintes au moment du diagnostic. Ici, je vous présente les caractéristiques des patientes. Alors, sur un plan démographique, donc l'EDI est donc un indice de défavorisation qui est classé en 5 quintiles et que on utilise, il peut être en longitudinal, mais nous l'avons utilisé en classe avec le DI 1 est le plus favorisé, le DI 5 est le plus défavorisé. Dans nos résultats, la répartition de cette EDI par âge n'apparaît pas significative. On voit par contre que l'état de santé au diagnostic est évidemment meilleur pour les femmes les plus jeunes, qui sont 9 fois sur 10 sans aucune incapacité, alors qu'elles ne sont que 41% à l'être parmi les femmes de plus de 65 ans. Les comorbidités calculées avec l'index de Charlson montrent également que ce sont les femmes les plus jeunes qui ont le moins souvent des comorbidités comparativement aux femmes les plus âgées. Concernant la cytologie sur frottis cervico-utérin, on voit que les femmes qui ont au moins eu dans leur vie un frottis, il est très difficile sur les enquêtes que nous menons d'avoir l'historique complet dans la mesure où le dépistage n'était pas organisé jusqu'à 2018. Il est difficile de reconstituer l'historique des frottis, mais au moins on était dans la capacité de dire que la femme avait au moins eu un frottis au cours de sa vie, et on voit que là encore, ce sont les femmes les plus âgées qui visiblement en ont moins fait antérieurement dans leur vie que les femmes les plus jeunes. Et enfin, les circonstances de diagnostic, on voit que les diagnostics sur signe clinique, globalement, est très important, parce qu'on a 71% des femmes qui ont eu la découverte de leur cancer sur des signes cliniques,
Et là encore, la proportion est beaucoup plus élevée chez les femmes les plus âgées. Et le frottis de dépistage seul, sans signe clinique associé, était présent seulement chez 23% des femmes et seulement quand même chez 44% des... Enfin, je dis quand même, mais c'est un petit peu, ça rejoint quand même ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les hypothèses de fait, c'est qu'en effet, les cancers qu'on diagnostique, en fait, ils sont rarement diagnostiqués sur frottis, ils sont surtout diagnostiqués sur signe clinique, d'où leur mauvais pronostic. Ici, je vous présente la répartition en pourcentage du stade en fonction de l'âge. Donc, on voit que le stade localisé, les petits stades, sont plus souvent présents chez les femmes les plus jeunes, avec une diminution régulière en fonction de l'âge. Le stade régional, à l'inverse, est d'autant plus présent que la tranche d'âge est élevée. Et enfin, de la même manière, sur le stade métastatique, on a 8% de stade métastatique chez les femmes de moins de 45 ans. Ça fait quand même 8%. Et on en a 26 et 31% chez les femmes les plus âgées. Nous avons défini une variable traitement recommandé en fonction des recommandations de l'ESMO et du stade. Et donc, nous avons considéré qu'une femme à un stade localisé qui avait au moins une chirurgie avait eu le traitement recommandé. Pour les stades régionaux, il fallait qu'elle ait eu au moins une radiochimio concomitante associée à une curithérapie dans un délai de 3 mois entre le début de la radiochimiothérapie externe et la fin de la curithérapie, qu'il y ait ou pas une chirurgie. Et les stades métastatiques devaient recevoir une chimio et ou une radiothérapie. Nous avons donc regardé la répartition de ces traitements en fonction du stade et de l'âge. On voit donc qu'au stade localisé, globalement, la grande majorité des femmes, quel que soit l'âge, a reçu le traitement recommandé, même si ce sont les femmes les plus jeunes qui sont quasi toutes à l'avoir reçu, et on descend à 87% pour les femmes de plus de 65 ans. Dans ce groupe de localisés, il y en a quand même 5% qui n'ont reçu aucun traitement. Si on regarde le stade régional, on voit que le traitement recommandé est reçu dans seulement 66% pour les plus jeunes et 63% pour les femmes de moins de 64 ans et à 30% pour les femmes de 65 ans. Donc là, on commence à voir que ce traitement radiochimio concomitante et curithérapie n'est pas un traitement simple à administrer. Et quand on est sur les traitements hors recommandation, ce sont probablement, possiblement, soit que le délai, elles ont bien reçu toute la séquence radiochimio concomitante, mais la curithérapie n'a peut-être pas été reçue dans le délai des 3 mois, ou bien n'a pas été reçu du tout. Voilà, là, ce sont des schémas un peu différents de celui qui est recommandé et dont on a tenu compte de façon stricte par rapport aux recommandations de l'ESMO. Dans ce groupe, il y a 15% de femmes les plus âgées qui n'ont reçu aucun traitement. Et enfin, au stade métastatique, on voit que globalement, les femmes ont reçu soit une radio, soit une chimiothérapie, en tout cas en dessous de 64 ans, et 65% des plus âgés. Et là, pour le coup, on a 32% des femmes les plus âgées qui n'ont pas reçu de traitement, ou qui n'ont reçu aucun traitement. Ici, vous avez le détail avec les chiffres de la survinette standardisée sur l'âge. Vous avez donc le chiffre de 62% de survinette à 5 ans pour l'ensemble de la population d'études, qui est exactement ce qui est estimé au niveau national dans la dernière étude de survie publiée par le programme de travail partenarial qui existe entre l'INCa, Santé publique France, Francim et les hospices civils de Lyon. Donc, on est exactement dans le même pourcentage. Je préfère vous présenter, plutôt que le tableau, les graphiques et donc vous montrer que les courbes de survie
sont meilleurs, bien entendu, chez les femmes les plus jeunes. Bien entendu, quand il n'y a pas de comorbidité, vous voyez que le test du Log-Rank qui est associé est très significatif. Le fait qu'il y ait des signes cliniques au diagnostic ou le fait qu'il n'y ait aucun signe clinique et donc que le diagnostic soit fait par un frottis montre des différences de survie importantes. L'histologie, les carcinomes épidermoïdes et les adénocarcinomes sont assez proches en termes de survie, même si les adénocarcinomes ont une très légère supériorité en termes de survie. Et c'est surtout les autres cancers type morphologique qui sont d'une en très petit nombre et qui regroupent un paquet d'histologies qui n'ont pas grand-chose les uns avec les autres, mais il faut une catégorie qui a un mauvais pronostic. Le stade au diagnostic, on le voit très clairement qu'un stade localisé a un excellent pronostic. Un stade régional a déjà un pronostic qui tombe jusqu'à 65%, voire un peu moins, et le stade métastatique est, lui, une survie extrêmement mauvaise. Donc voilà, je vous avais montré les histogrammes où on voyait que le pourcentage de femmes en fonction de l'âge qui recevaient le traitement recommandé aux stades régionaux était quand même pas excellent avec, on avait dans les 60-70%, 66% maximum de femmes qui recevaient le traitement recommandé. Et quand on retient uniquement les cancers à ce stade régional et qu'on regarde par tranche d'âge et en fonction du type de traitement qui a été reçu, le traitement recommandé étant en noir et les autres traitements en rouge, et puis l'absence de traitement en bleu, on voit que il n'y a pas, chez les femmes les plus jeunes, le fait d'avoir reçu ou pas le traitement recommandé, finalement, la différence n'est pas significative. Donc, chez les femmes jeunes, à partir du moment où elles ont reçu un traitement le plus adapté possible, même s'il n'est pas exactement, strictement le traitement recommandé, ça n'impacte pas leur survie. Par contre, on voit que entre 45 et 65 ans, là, les courbes de survie commencent à s'écarter et elles s'écartent de façon significative. Et la différence est encore plus importante chez les femmes de plus de 65 ans, avec une part non négligeable d'elles qui n'ont reçu aucun traitement. Quand on regarde le modèle flexible paramétrique de Lambert et Royston en multivarié, on voit que, et en ayant ajusté sur le DI en 5 quantiles, le DI n'était pas significatif en univarié. On l'a cependant gardé dans le modèle et on voit que les femmes de plus de 65 ans ont un risque de décéder supérieur de 1,9 fois par rapport aux femmes les plus jeunes. Le fait d'avoir une comorbidité augmente également la probabilité de mourir de façon importante, de 1,6 fois plus importante. Le stade, évidemment, impacte avec 2,1 fois plus de risque de décéder pour les femmes qui ont eu un diagnostic au stade régional, mais 16 fois plus élevé quand le diagnostic était au stade métastatique. Et enfin, le fait d'avoir reçu un traitement, mais qui n'était pas le traitement recommandé, augmentait le risque de décès de 2,3 et le fait de ne pas recevoir de traitement augmentait de 4,5. Donc, en conclusion, on voit que les femmes les plus âgées ont un risque plus élevé que les autres. Elles sont diagnostiquées à un stade plus avancé et elles ne reçoivent pas toujours le traitement recommandé. Il serait donc utile de mettre des messages spécifiques à ces femmes âgées pour essayer de les inciter à avoir des consultations, que ce soit chez leur généraliste, mais un examen gynécologique, un suivi gynécologique pour ces femmes qui ne sont plus dans la tranche d'âge du dépistage organisé, qui n'ont plus de suivi gynécologique régulier. Et d'autre part, il y a certainement à se poser des questions sur la façon d'augmenter la proportion de femmes qui pourraient bénéficier d'un traitement recommandé, bien entendu en fonction du stade et bien entendu en tenant compte des comorbidités et de leur état général qui, comme on l'a vu en début, n'est pas
Voilà, je vous remercie de votre attention et je souligne que cette étude a été financée par l'INCa dans le cadre de l'appel à projet 2017 des PREV, dépistage prévention. Je vous remercie.